Bonjour. Au sein de la matière du CRFPA droit international et européen, on retrouve donc le droit international public. Le droit international public, c'est une matière qui est absolument passionnante, qui n'est pas si compliquée qu'on pourrait le penser. Il y a quelques articles de quelques conventions, notamment la Charte des Nations Unies à connaître, quelques jurisprudences, mais c'est un droit qui est avant tout un droit assez mêlé de politique et de relations internationales, et c'est quelque chose qui est à la fois assez facile et vraiment intéressant à étudier. Pour exemple, je vais vous parler des frappes américaines qui ont eu lieu sur une base aérienne syrienne le 6 avril 2017, donc il y a très peu de temps. Cette décision du président américain Donald Trump de lancer 59 missiles Tomahawk sur une base militaire syrienne en représailles à une attaque au gaz chimique avec une arme donc, de gaz toxique qui a été imputée au régime de Bachar al-Assad. Alors, qu'est-ce que le droit international public a à en dire d'une telle action ? Eh bien, il faut bien se rendre compte que le cadre international du recours à la force est quelque chose qui est censé dissuader complètement toute action militaire, et toute action militaire unilatérale en tout cas. La charte de l'ONU, qui a donc été signée en 1945, crée un système de sécurité collectif. Un système de sécurité collectif dans lequel les deux grands principes sont qu'on interdit aux États de recourir individuellement à la force et que le maintien de la paix passe avant toute chose par l'intervention de l'ONU qui va mener au maximum des actions diplomatiques pour tenter de maintenir la paix ou de résoudre les situations de conflit sans avoir recours à la force armée. Le but premier de l'ONU, c'est ça, c'est le maintien de la paix. Et malgré tout, il est possible, dans des cas extrêmes, de recourir à ce qu'on appelle le chapitre 7. Le chapitre 7 de la charte de l'ONU, c'est le chapitre qui permet de faire appel à ce qu'on appelle joliment la coercition en droit international public, c'est-à-dire tout simplement la force armée. Le chapitre 7, c'est celui qui concerne les actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression. C'est ce chapitre 7 qui autorise éventuellement le recours à des moyens militaires dans le cadre du droit international public de manière légale. Et alors, ces mesures coercitives, on les trouve à l'article 42 de la Charte. Dans le cadre de l'article 42 de la Charte, il est possible de faire appel à des mesures qu'on appelle des mesures d'imposition de la paix. Imposition de la paix, ça veut dire, c'est une jolie formule pour dire qu'on va forcer les gens à faire la paix et donc qu'on va agir, y compris militairement contre eux, en tout dernier recours pour les forcer à se désarmer, à se retirer d'un pays qu'ils ont envahi, etc., etc. Alors, c'est très exceptionnel en réalité que l'ONU donne son accord au recours à la force. Et en fait, dans l'existence des Nations Unies, il n'y a eu que 3 occasions où le Conseil de sécurité, qui est l'instance onusienne qui a pris graduellement avec les années le plus d'importance, ce Conseil de 15 membres, dont 5 membres permanents, avec la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et les États-Unis, c'est ce Conseil de sécurité qui, par 3 fois dans l'histoire de l'ONU, a autorisé le recours à la force de manière à calmer une situation de crise, calmer une situation de conflit. Première fois en 1950, l'intervention en Corée du Nord. Deuxième fois en 1990, la première guerre du Golfe, intervention donc contre l'Irak, mais pas sur le territoire irakien. À l'époque, l'Irak avait envahi le Koweït et le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné le feu vert à une coalition groupée derrière les États-Unis pour repousser l'Irak en dehors des frontières koweïtiennes, les forces armées irakiennes en dehors des frontières koweïtiennes, mais pas d'envahir l'Irak dans la foulée. C'était la résolution numéro 678 qui disait, je cite, que les États de la coalition pouvaient user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer les résolutions pertinentes, ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Dernière occurrence d'une guerre légale, en tout cas autorisée par le Conseil de sécurité, c'était en 2011 l'intervention en Libye.
la résolution 1973, adoptée en 2011 par le Conseil de sécurité de l'ONU, a seulement 10 voix contre 5, donc c'était une majorité très faible. La plupart des résolutions du Conseil de sécurité sont normalement prises à l'unanimité. Et cette résolution 1973 disait, je cite, qu'il était possible de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaques. Donc là, on n'était plus dans libérer un État qui avait été envahi, on était dans protéger les populations civiles. Et donc, ce sont historiquement les 3 autorisations qui ont été données par le Conseil de sécurité de l'ONU. Notamment, le Conseil de sécurité, paralysé par le double veto de la Chine et de la Russie, qui d'ailleurs avait été un petit peu échaudé par le précédent libyen, qui avait dérapé, puisque le mandat donné initialement par l'ONU était plutôt un mandat de protection des populations civiles et que la réalité du terrain a fait que les États-Unis et leurs alliés ont réussi à transformer ça en des opérations militaires de changement de régime, ce qui n'était pas du tout ce qui avait été autorisé à la base par le Conseil de sécurité. Et bien sûr, la question syrienne, le Conseil de sécurité est bloqué par ce double veto de la Russie et de la Chine. Du coup, ces frappes américaines qui ont eu lieu en Syrie, que sont-elles du point de vue du droit international public? Eh bien, ce sont des frappes qui sont effectivement illégales, puisque les 2 possibilités pour avoir recours à la force de manière légale en droit international public, c'est soit l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, donc ce fameux article 42 de la Charte, soit la défense légitime. Alors cette légitime défense, elle avait été invoquée par exemple par les États-Unis dans leur guerre d'Afghanistan. Mais on ne peut pas du tout retrouver de composante de légitime défense dans l'attaque menée contre le régime syrien. Du coup, à quoi est-ce qu'on pourrait le raccrocher? On pourrait le raccrocher, ce bombardement qui a été fait par les États-Unis en avril 2017, on pourrait le raccrocher à la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger qui est le descendant du droit d'ingérence ou du devoir d'ingérence qui était à la mode dans les années 90 dans le vocabulaire diplomatique, eh bien, c'est le fait que quand des populations civiles sont menacées de génocide, menacées de crimes contre l'humanité, menacées de nettoyage ethnique, menacées de crimes de guerre, il y a en premier lieu une responsabilité de l'État lui-même de protéger sa propre population, mais en second lieu, quand l'État n'est pas en mesure de protéger sa population, ou encore pire, dans le cadre du régime syrien, quand il semble que l'État soit celui qui agit lui-même contre sa propre population, eh bien dans ce cas-là, il y a un titre international à intervenir qui serait créé, qui est cette responsabilité de protéger, qui est assez récent en droit international public, mais qui, dans la manière dont il est formulé, normalement autorise la communauté internationale à agir, et non pas un État individuel de manière purement unilatérale, sans demander d'autorisation à personne. Donc cette action des États-Unis s'apparente un petit peu à la deuxième guerre du Golfe, l'intervention en Irak pour changer le régime de Saddam Hussein en 2003, qui là aussi était une intervention unilatérale qui a été de force un petit peu mis au pied du mur, légitimé ou en tout cas normalisé a posteriori par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'époque, mais on se trouve là face à une action unilatérale des États-Unis qui ne peut s'inscrire dans aucun cadre de droit international public, et c'est pourquoi d'ailleurs certains États étrangers, par exemple la Russie, ont fait savoir qu'ils considéraient cela comme un acte d'agression. Un acte d'agression, c'est une manière de dire que les États-Unis ont agi militairement, ont fait la guerre, ont déclaré la guerre à la Syrie en faisant ça, et n'étaient pas du tout dans le cadre d'une utilisation légitime, autorisée, légale de la violence.
Voilà. Donc c'est le genre de choses qu'on va étudier en étudiant le droit international public. Alors on se penchera beaucoup moins sur les relations internationales que sur des questions du type de la normativité du droit international public ou la responsabilité internationale des États ou encore la manifestation de l'individu pris en tant que sujet du droit international public, qui sont des questions qui peuvent plus facilement se prêter à des cas pratiques que d'étudier à fond le Conseil de sécurité et son fonctionnement, où là on imagine plus difficilement qu'on puisse vous poser des cas pratiques, encore que. Mais comme vous pouvez le voir, travailler le droit international public, finalement, c'est acquérir une grille d'analyse pour avoir des éléments de connaissance sur des choses qui sont d'actualité internationale, qui sont parfaitement importantes et qui peuvent vous servir au niveau de votre culture générale, finalement. Une matière donc qui n'est pas très difficile, qui est vraiment plaisante à étudier, avec énormément d'interactions avec l'actualité. C'est entre autres à ça que je vous invite en étudiant ce bloc de matières que l'on appelle maintenant le droit international et européen.